Allez, let's go! Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas, j'ai oublié mon café. C'est Thomas, pardon. Et vous êtes sur Il était un jeu. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Quoi de neuf doc. On va revenir sur les derniers jeux que j'ai joués à la maison il y a quelques semaines. C'est pas les jeux qui sont sortis maintenant là. C'est des jeux qui sont sortis en décembre là et que j'ai particulièrement aimé, sauf un. On va parler, et je vais pas vous dire dans l'intro, sinon ça serait un peu trop facile. On va parler de nains. Est-ce que j'aime nains? Si vous me connaissez, vous avez peut-être la réponse. On va parler ensuite, par le même éditeur Greux Games, de Strange World Above the Cloud. Est-ce que c'est bien ça? Si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Et on va parler de Café de Fleurs, l'art de la marqueterie exactement. Voilà, des jeux plutôt dans des tons beige, c'était même pas fait exprès, ça va être la thématique beige de cette vidéo. On va parler de ces trois jeux, toujours avec objectivement, c'est cool et j'essaie d'être le plus objectif possible par mes connaissances dans le jeu et de tout ce qui est sorti dernièrement, ce que ça a d'intérêt. Et on va évidemment revenir subjectivement si moi je kiffe ou pas, à qui je le propose aussi peut-être, avec qui il faudrait y jouer. Mais avant tout ça, vous me lâchez votre meilleur pouce pour encourager les créateurs de contenu, c'est ultra important pour le référencement évidemment et continuer de prendre du plaisir à vous proposer du contenu de qualité. Vous trouverez comme toujours l'intégralité des jeux dans la bannière tout en bas, dans les commentaires. Et abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait, mais je suis sûr que ça a déjà été fait. Et on active la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Faites pas comme moi, n'oubliez pas votre tasse et installez-vous confortablement. C'est parti. Allez, on va commencer par le plus petit. Allez, let's go. On va commencer par le petit jeu. On va commencer avec Strange World Above the Cloud. C'est dur à dire, hein. Le nom est un peu tiré par les cheveux, mais ça résume totalement finalement le jeu. Un jeu de chez Greux Games, un jeu de Florian Grenier de Grenoble. Voilà, vous aurez compris un petit peu, si vous ne le saviez pas, l'origine du nom de l'édition, et magnifiquement illustré par Valériane Olé. Un jeu enfin de 1 à 4 joueurs, avec les autres jeux qu'ils avaient proposés dans cette gamme mini l'année dernière. Là, c'était des jeux uniquement pour 1 voire 2, je crois que c'était uniquement pour 2. Ici, ça reste tout aussi court, 15 minutes à partir de 10 ans, mais jusqu'à 4 joueurs, et c'est cette configuration-là que je préfère, je vous le dis tout de suite. C'est un jeu... si vous avez vu les dernières vidéos sur la chaîne, c'est totalement la mode. C'est un jeu de création de tableaux. Voilà, encore un. Mais celui-ci est vraiment cool. Et voilà, je vous ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais finalement. Un jeu de draft et de contre-draft aussi, parce que le joueur qui sera le premier à jouer, il aura le choix du sens du draft. Et ce joueur-là changera à chaque manche. Donc ça c'est plutôt sympa de pouvoir choisir à qui c'est qu'on va essayer de contrecarrer ses plans. Et ça c'est plutôt intéressant dès le début. Sinon c'est un jeu de constitution tableau de 4 sur 4, donc 16 tours de jeu dans lequel on va mettre à chacune des manches 3 cartes. La première carte je la choisis, la deuxième carte je choisis parmi le paquet de 3, pas des 2 qui m'ont été donnés, mais des 3 qui me restent, et à la fin, la dernière carte, je devrais forcément la garder. Et ensuite, j'apposerai de manière orthogonalement adjacente, je suis obligé de me concentrer pour dire ça, pour pas bafouiller, orthogonalement adjacente, les cartes les unes par rapport aux autres. Évidemment, chaque carte a une manière particulière de scorer, et c'est là que le jeu, je trouve, prend vraiment une place à part entière, c'est que la façon de scorer est quand même plutôt technique. Et ça j'aime beaucoup, c'est pas des trucs très très classiques. Je pense notamment aux lunes. Les lunes, il faudra forcément qu'elles soient tout en haut à la fin de notre partie, et si les lunes sont tout en haut, on va regarder le logo ou les logos qu'il y a juste en dessous, et on va scorer par rapport au nombre de logos dans cette colonne. Bon, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est des trucs un petit peu particuliers. Et c'est pour ça aussi qu'on va laisser peut-être les cartes d'aide de jeu qui sont proposées de côté pour un petit peu tout comprendre. D'ailleurs, peut-être on va les revoir ensemble. On a des cartes avec des cascades, des cartes haut. Oula.
des cartes avec de l'eau qui nous feront scorer pour chacune des cartes autour, donc 1, 2, 3, 4, mais à condition qu'il n'y ait pas de carte haut à côté. Si je suis obligé de mettre une carte haut à côté, cette carte haut, hop là, je la retourne de l'autre côté avec les petits monstres, les Tsimim, si je me souviens bien, ça s'appelle comme ça, avec des Z partout. Ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça, les Tsimim, T-Z-I, les Tsimim, et donc évidemment, ça ne nous permettra pas de scorer. On a les petites plantes, là, les petites fougères, il faudra qu'il n'y en ait qu'une seule par ligne, auquel cas, ben, cette deuxième ou troisième plante, eh bien, on devra la retourner face Tsimim, les petits monstres, là. On a également, ben, je pense que c'est tout ce qui est un peu complexe, sinon, on a les montagnes, un peu à l'harmonise, plus on mettra de logo montagne à côté, plus on scorera. Les animaux dans les forêts, on marquera des points, 2 points pour chaque animal différent dans notre plateau au total. Les plantes, c'est très compliqué, comme vous avez vu, il faudra qu'il n'y en ait qu'un seul par ligne, mais ça nous donnera 3 points, c'est pas négligeable. Les lunes, on en a parlé tout à l'heure, et le côté un peu interactif du jeu, et le côté très très sympa, c'est que si on file une carte volcan à un adversaire, eh bien cet adversaire-là devra la poser, direct, la superposer même, sur une des cartes de son terrain. Enfin, une carte adjacente. Il devra poser une carte fumerole dessus. Cette carte ne sera donc plus scorable, entre guillemets. Mais si, à un moment du jeu, soit volontairement parce qu'il aura choisi de garder une carte volcan, soit parce qu'on en a refilé une, eh bien, dès qu'il y en a deux fumerolles à côté, oh, on va poser le château maléfique entre les deux, comme je vous propose là, juste à côté, dans les illustrations. C'est mes propres photos à chaque fois. Hein. Je me fais un plaisir malin à vous proposer des photos que moi-même je réalise. Hein. J'essaie au maximum de faire mes propres photos. Eh bien, ce château-là, plus tôt j'arriverai à en récupérer et plus je marquerai de points parce qu'à chaque fois, eh bien, les châteaux qu'on pourra récupérer seront dégressifs. Je crois qu'on commence à 15 points, etc., 9, 6, 5, et quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus. Et l'autre petite particularité, c'est les sortes de vortex, je ne sais plus comment ils appellent ça, en violet, des petites cartes qui proposent sur les côtés droite et gauche des flèches voyageurs, non c'est pas ça, comment ça s'appelle? Voilà, le terme technique, j'aime bien, mais j'arrive pas. La désolation des Tsimim, voilà. C'est un portail dimensionnel, ouais, c'est exactement ça. Donc si je mets deux cartes avec le petit truc violet qui constitue donc ce portail dimensionnel, je vais pouvoir récupérer un compagnon parmi tous ceux qui restent et le poser soit à droite ou soit à gauche. Pas trop d'intérêt, mais pour pouvoir scorer sur deux lignes adjacentes en fonction des logos qu'il y aurait. Donc plus tôt je vais révéler ça aux autres joueurs et plus vite ils auront fait de contrecarrer mes plans, mais plus tard je le ferai et peut-être moins je pourrai respecter ces conditions de scoring. C'est des sortes d'objectifs personnels qui arriveraient de manière optionnelle. Voilà, on n'y arrivera peut-être pas à le faire à chaque fois. À la fin de la partie, on compte les points de victoire, emballer, c'est pesé, 15 minutes, et le tour est joué. C'est très très beau, Strange World, c'est très très beau, les illustrations, ça me fait penser, je vous l'avais dit, ça aussi à Roi, du même éditeur, qui était sorti l'année dernière en janvier, si je me souviens bien, qui revenait avec des monstres, etc. Et sur chacune des cartes, on retrouve l'élément qu'il y a de représenté, aussi les animaux, et ça c'est toujours plaisant, assez rondouillé, des couleurs assez punchy, le bleu c'est l'eau, le feu c'est rouge, la forêt c'est vert, ça c'est du très classique, mais ça marche très très bien. Je trouve qu'il y a un peu d'avatar, avec des monstres, avec plusieurs pattes, plusieurs yeux, etc. Je trouve qu'il y a un peu d'avatar un petit peu là-dedans. Au niveau du gameplay, Florian, t'es un génie, chaque fois tu arrives à me trouver des trucs de ouf, donc certes c'est du déjà vu, mais on a un malin plaisir à se creuser la tête. À deux joueurs, comme toujours, c'est du tac au tac et ça sera beaucoup plus tactique je trouve, en sachant les cartes qu'on va laisser et défausser aussi. Mais à 4 joueurs, je trouve que c'est là qu'on prend le plus de plaisir dans ce type de jeu par le côté interactif. Vraiment, on va pouvoir tout le monde va râler autour de la table. Ouais, tu m'as filé ci, tu m'as filé ça, je suis obligé de retourner, je vais pas pouvoir scorer. Ah, tu m'as mis une fumerole, haha, mais en fait j'en ai gardé une autre dans ma main. Voilà, ça, je trouve que le jeu est cool. À 2, c'est plus plat, plus technique. À 4, c'est plus punchy, plus fun, ça rage un peu. C'est pour ça que je le préfère dans cette configuration-là, mais à 2, c'est très très bien aussi. Donc Strange World, moi, ouais, c'est un joli 8 que je lui mets objectivement. C'est très très bien. Quoique, on va lui mettre un 7, parce que ça revisite pas grand-chose. Donc objectivement, je vais mettre un 7, mais objectivement, je vais mettre un 8. Parce que 1, j'adore le gars qu'il y a derrière. Florian, si tu passes par là, je te fais des bisous. 2, j'adore la boîte d'édition qui propose à chaque fois des jeux de très grande qualité. Je trouve que c'est un des éditeurs chez qui j'arrive à retrouver le plus de lignes éditoriales. Quand ils sortent un jeu, je sais que ça va être réfléchi, posé, peaufiné
Donc c'est une boîte d'édition que depuis le début que j'ai créé cette chaîne. Donc ouais, c'est la boîte d'édition que je préfère en toute subjectivité. Et puis un jeu de création de tableau qui tient dans la main, qui tient dans la poche et qu'on peut emporter partout avec un plaisir de jeu pour les novices qui vont se dire ah ouais c'est ça le jeu de société, mais aussi ceux qui aiment se tourner de la tête et peut-être un peu pourrir le jeu adverse. Tout le monde prendra du plaisir. Sous-coté ce jeu, il est vraiment sous-coté je trouve. Vous êtes nombreux aussi à me l'avoir dit sur les réseaux quand j'ai posté mon avis sur Instagram là cette semaine au moment où je tourne cette vidéo. Je suis d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous. Vivre Strange World. Allez, on reste avec le même éditeur. On va partir avec Nain. Nain au pluriel, Nain. Peut-être que ça vous parle. Évidemment, on parle de la BD. J'en ai quelques-unes. J'ai pas le temps de lire. Je le regrette. Trop de passion, trop de trucs, trop de création de contenu aussi à proposer. J'ai pas assez le temps de lire. Un jeu du regretté Serge Lager, qui était l'auteur d'autres jeux de renom, mais aussi de Nidavellir, mon cher Nidavellir. Le système de jeu, la Nidavellir, justement, c'est le même gameplay. C'est exactement la même chose. Si vous ne le savez pas, sortez de votre grotte. Nidavellir, c'est un jeu qui a fait grand bruit. C'était peut-être même le premier grand succès de la boîte d'édition, Greux Games. Qui proposait un jeu avec de multiples composantes, avec de la mise aux enchères, c'est-à-dire qu'on va devoir miser tour après tour avec une pièce donnée si je souhaite récupérer prioritairement ou non une des cartes de la manche en cours. Ces cartes-là vont me permettre de créer des collections et ces collections vont me permettre de scorer. Comme dans Strange World, eh bien chaque famille va scorer différemment. Dans Nidavellir, il y avait un certain type de scoring. Dans Nain, c'est un autre type de scoring à nouveau. Exit, malheureusement ou heureusement, parce qu'il a fallu quand même respecter Nain, l'univers. Je sais que ça a été un peu compliqué d'avoir les droits et ça aurait été peut-être dû fait avant. Mais voilà, ça arrive qu'aujourd'hui, en 2024-2025, Jean-Marie... il n'est plus derrière les illustrations pour respecter l'origine de ceci. D'ailleurs, c'est même pas marqué qui illustre ça finalement. Si, c'est marqué? Oh, je sais pas. Au moment où je tourne la vidéo, quand je ferai les petites bannières, peut-être que je vous dirai, je trouverai qu'il a illustré, mais j'ai pas l'illustrateur. Donc, comme je vous disais, les collections vont amener un scoring totalement différent. Et c'est là que je pense qu'on va rigoler, les amis, parce que c'est toujours retors. Et quand on l'explique oralement, moi j'aime bien voir la tronche des gens qui font « Waouh, c'est quoi ce jeu? On va rien comprendre. » Donc on a les grilles, l'ordre du bouclier, la valeur de bravoure, c'est les points de victoire, est égale à la valeur située sur notre plateau individuel correspondant au nombre de grades. Ça, on l'avait, c'était comme chez les rouges, les guerriers, dans Nidavellir. L'ordre du temple, les verts, accrochez-vous, hein. La valeur de bravoure, donc les points de victoire encore une fois, est égale à la somme de leurs points multiplié par le nombre de symboles occultes présents dans votre forteresse-état, comprenant votre armée et votre zone de commandement. Allez, on passe. L'ordre des errants, les rouges. Lorsque vous recrutez une carte de l'ordre des errants et que vous avez déjà une carte de la même valeur dans la colonne errant de votre armée, placez un jeton pareil. En gros, pour la faire simple, s'il y a des scores dessus, 10, 9, 11, si vous avez une deuxième carte avec le même chiffre, vous allez bloquer cette carte, la deuxième carte que vous allez poser, vous ne scorerez pas avec ça. Mais il y aura des cartes qui permettront d'enlever ces jetons paria, notamment avec la majorité qui interviendra, comme dans Nidavellir, entre la manche 1 et la manche 2, pour gagner comment ils appellent ça? La bannière ou le bouclier, comment ça s'appelle? De cette faction-là, l'évaluation des ordres, voilà. Qui nous permettra donc, qui rapporte 13 points, et nous permettra d'enlever par exemple ce jeton paria. On a l'ordre de la forge avec des runes de nains. La valeur de bravoure, les points de victoire, est égale. J'adore celui-là. On l'a refait. C'est pas comme ça qu'il faut la lire en plus. La valeur de bravoure est égale à la somme de leurs points ajoutés au nombre de runes différentes au carré présentes dans votre forteresse-état comprenant votre armée et votre zone de commandement. Là, on s'est fait piéger les amis. Sur notre première partie, on n'avait pas compris. Donc voilà, c'est là aussi que l'application que vous pourrez avoir gratuitement, c'est la même application que Nidavellir, nous a permis de grandement faciliter les points de victoire. On arrive facilement à 300 points. C'est très facile à utiliser, il n'y a qu'à cocher sur chacune des cartes que vous avez. S'il y a des cartes qui n'apparaissent pas au moment où vous allez cliquer dessus, c'est que vous êtes trompé à un moment donné. Hein. Donc l'application est excessivement bien faite. Et ensuite, on a l'ordre du talion, les bleus, qui nous permettront de surajouter et d'échanger une pièce à une valeur plus 1 directement in-game.
Car si le jeu originel nous proposait, quand on utilisait la valeur d'enchère de 0, donc je choisirais en dernier ma pièce, ma carte, d'échanger les 2 pièces qu'il y avait dans la bourse en échangeant la pièce, en additionnant premièrement les valeurs des 2 et en enlevant la pièce de plus haute valeur pour prendre une pièce du pool commun, donc d'une valeur plus importante, et bien là on pourra aussi avec certaines cartes l'avoir directement pendant le jeu. Moi j'ai toujours autant de plaisir à jouer à Nidavellir, j'ai beaucoup de plaisir aussi à jouer à Nain, on retrouve évidemment les mêmes sensations, c'est vrai que des parties de Nidavellir j'en ai fait plein, donc les cartes juste avec les illustrations, ben, je sais ce que ça veut dire. Ici c'est un poil plus technique, même si c'est pas plus technique à mort par rapport à Nidavellir, mais je trouve que ça nous déboussole un petit peu. Moi, ça me met pas dans ma zone de confort. Avec un jeu que j'ai énormément joué, je me sens un peu plus perdu. D'autant plus que les illustrations de Jean-Marie Menguez, moi j'ai trouvé absolument fabuleuses. Ici, ça respecte évidemment l'univers, mais je trouve que les illustrations des cartes de base, les cartes classiques qui seront dans le jeu, ben, en fait on les regarde quasiment pas. Il n'y a plus aussi ce côté un peu fille-garçon. Il y avait toujours ça dans les jeux. Dans Nidavellir, ici, ça y est plus trop, pour respecter évidemment l'univers de la BD originelle, mais par contre, les cartes héros qu'on pourrait récupérer, je vous rappelle, quand on arrive à mettre une carte de chacune des factions, donc des 5 factions, qu'on arrive à compléter une ligne, on pourra récupérer un héros qui serait encore disponible. Alors là, ces cartes héros, elles sont ultra magnifiques. C'est des cognards à grade coloré, ils appellent ça. Elles sont ultra badass, ultra magnifiques, les poses, la mise en scène. Là, j'ai absolument rien à dire. Donc avec tout ça, pour faire la synthèse d'un petit peu tout, c'est vrai que c'est difficile. Voilà, l'expérience déjà était compliquée de base, mais parler objectivement sans le vécu personnel d'une proposition ludique, bien là c'est encore plus difficile je trouve. Nidavellir j'adore, Nain j'aime beaucoup, mais mon cœur va quand même vers Nidavellir. Donc c'est vrai que si vous aimez déjà l'univers, que vous voulez une autre expérience, et en plus de ça, je viens juste d'être en contact avec l'éditeur qui me dit que la proposition de mixer les 2 jeux est déjà présente sur leur site. Ah bah tiens, il me réécrit d'ailleurs. Voilà, donc voilà, il me confirme que c'est bien Jean-Marie Menguez qui est fait Nidavellir, ça je savais, mais qui n'est pas derrière ça parce que c'est les illustrations officielles de Nain, mais et que voilà, c'est proposé dans le Greux Magazine qui va proposer donc des règles spécifiques avec des cartes à enlever par exemple pour pouvoir mixer Nidavellir et Nain pour une expérience unique. Si vous êtes fan du jeu, ça amène un vent nouveau. Vous allez connaître le jeu évidemment dans son ensemble, dans la manière de scorer, dans la manière d'aller miser aux enchères pour savoir les cartes. Ça bouleverse quand même un tout petit peu sa façon d'appréhender le jeu. Si vous ne connaissez pas le jeu et que vous adorez la licence, je pense que ça fait un parfait cadeau aussi pour des potes à vous qui apprécieraient la licence. Si vous avez déjà le jeu et que vous l'aimez moyennement, que vous ne le sortez pas, bon ben je peux pas vous dire d'y foncer dessus, évidemment, gardez vos sous. Donc moi objectivement je trouve que le jeu est vraiment très bon, à la hauteur d'un Nidavellir. Pour moi c'est un 9, un grand 9, un magnifique 9. Subjectivement, je descends un peu. C'est vrai que si je dois proposer un jeu, il est un poil plus retors dans ses mécaniques, dans son scoring notamment. Donc je proposerai Nidavellir en premier. Donc je descends et je mets un 8 subjectivement sur Nain. Vous me direz dans les commentaires peut-être si vous avez Nidavellir, si vous avez peut-être découvert la chaîne aussi avec cette vidéo que j'avais proposée. Et moi, en toute confidence entre nous, j'avais vu une vidéo de Calawan et les Meeples à l'époque sur Nain. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté sur mon premier festival de Cannes aussi. Donc voilà, il y a au-delà du plaisir ludique, du jeu et de la boîte qu'on a entre les mains, il y a aussi une histoire que ça raconte, d'où le nom du média, il était un jeu. Bon, là on a parlé de jeux que j'avais plutôt apprécié, maintenant on va parler peut-être d'un jeu que j'ai un peu moins kiffé, Café de Fleurs. Chez Matago, 10 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, 45 minutes les parties. Café de Fleurs, j'ai succombé à la hype. Voilà, j'ai dit allez, je vais le tester, on va jouer, on va le dépuncher, machin, tout ça. Et finalement, j'en ressors pas trop convaincu. Le jeu est magnifique, ça, j'ai rien à dire. C'est un jeu
abstrait, qui a voulu être thématisé dans l'art de la marqueterie. En gros, le parquet est complètement défoncé, on va refaire le parquet en essayant peut-être de mettre des tables aussi pour bonifier un café. Comment ça se joue? C'est un jeu de gestion, on va dire, un petit peu de main et de course à l'objectif. Il y a un certain nombre d'objectifs qui est proposé pendant la mise en place, et c'est là le gros défaut du jeu qui me dit « j'ai pas envie d'y rejouer », c'est que les objectifs qui sont en place sont strictement les mêmes pour chacune des parties, sachant que c'est la quasiment seule façon de marquer des points. Bah, une fois que vous aurez poncé le jeu, ou que vous êtes un peu plus en avance au niveau de la réflexion type échec machin, bah, le jeu va être trop déséquilibré. Moi, c'est vraiment le gros défaut. Rien que dans la mise en place, on m'explique les règles. Waouh, je fais, mais ça se renouvelle pas ça, d'accord, ok, bon ben jouons. La seule chose qui va changer, c'est qu'à chaque début de manche, et notamment en début de partie, c'est que vous aurez en main un panel de cartes de couleurs qui sera différent. Voilà. Mais avec des mêmes propositions, un certain nombre de cartes de couleurs différents pour chaque joueur, mais avec la même configuration, 3 cartes de cette couleur-là, 2 cartes de cette couleur-là, un joker, etc. C'est un jeu dans lequel on va essayer de poser du parquet différent, et pour cela on va devoir se défausser des cartes qu'on aurait en main. En commençant toujours par l'extérieur, c'est ça que le jeu, au niveau du matériel de jeu, tout en bois, c'est très plaisant par contre à manipuler, ça, j'ai rien à redire là-dessus. On devra toujours forcément commencer par l'extérieur, et ensuite on tentera peut-être de combler l'intérieur jusqu'à peut-être apposer une table. Plus on arrivera à faire ce type de configuration-là, en allant embellir, on va dire, l'intérieur de chaque parquet, et plus, à la fin, on marquera 2 points, et s'il y a les tables, ça sera encore plus bénéfique. Mais on devra respecter les contraintes de notre propre plateau personnel, qui est le même aussi entre les joueurs. Et pour cela, eh bien, voilà, on va devoir défausser des cartes. Si j'en défausse une, eh bien, je crois que c'est une, je peux mettre l'extérieur. Si j'en défausse 2 de la même couleur, eh bien, je vais pouvoir mettre l'intérieur. Si j'en défausse 3, je vais pouvoir encore mettre l'intérieur, etc. À partir de 2 cartes défaussées, je vais pouvoir récupérer une carte en moins que le nombre de cartes que j'aurais défaussées. Si je défausse 3 cartes de la même couleur pour faire peut-être l'intérieur d'une parcelle, eh bien, je vais récupérer 2 cartes d'une autre couleur. Voilà, c'est comme ça qu'on va se refaire sa main, peut-être jouer un petit peu plus longtemps que les autres. Il n'y a pas véritablement de tour de jeu. Soit, eh bien, j'ai plus de cartes à jouer, soit je mets fin à la partie. Et là aussi, mettre fin à la manche en cours en premier, bah, ça donne pas forcément de bonus non plus. Ouh, oh là là, il y a un truc que j'ai dû rater, c'est pas possible, quoi. Mais voilà, et on va essayer d'avoir des configurations les mieux possibles, sachant que pour aller toujours au-delà dans son parquet, eh bien, il faudra aussi mettre des connecteurs. Ces connecteurs demanderont là aussi de défausser un certain nombre de tuiles, de cartes, je ne reviens pas dans les détails, pour pouvoir peut-être se développer dans notre terrain. Voilà, celui qui a le plus de points à la fin de la partie a gagné. Le petit twist que je trouve intéressant, c'est que justement quand on va défausser beaucoup de cartes pour poser quelque chose d'assez costaud, on ne va pas récupérer des cartes, sinon ça serait peut-être un peu cheaté. Et donc là, ça nous fait nous déplacer de 1 ou de 2 le long d'un circuit, peut-être pour récupérer des cartes, récupérer des jokers et peut-être enlever donc des cartes aussi de la pioche, parce que s'il n'y a plus de cartes dans la pioche d'une couleur donnée, ben, les adversaires ne pourront pas jouer. C'est là l'interaction du jeu, en plus des objectifs donc qui sont communs à tout le monde, selon des matériaux qu'il faudra collectionner, d'avoir certains types de matériaux, certains types de configurations. Le premier qui arrivera à faire ceci ou cela gagnera des points. Et en plus de ça, eh bien, si vous arrivez à accumuler donc le même matériel, le même outil plusieurs fois, eh bien, vous gagnerez des petits points bonus. Café de fleurs, c'est très beau, c'est très esthétique, c'est un jeu par contre qui est relativement abstrait malgré ce côté fleuri que la boîte va nous proposer. Ça reste un vrai jeu abstrait, donc ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Et moi, ça m'a pas plu plus que ça. Je trouve que le jeu est très mécanique. Moi, vous le savez, dans le média, j'ai besoin d'une thématique. Je ne l'ai absolument pas retrouvé dans ce jeu. Il y a des jeux abstraits, c'est déjà pas mon truc, mais alors là, voilà, ça m'a un peu déçu. Et encore plus quand je vois la redondance
c'est redondant. Il n'y a pas de véritable montée en puissance. J'ai pas senti quelque chose qui m'a fait, à part ce type de scoring avec les outils qui vont s'accumuler, mais c'est vrai que chacune des parties que vous ferez comportera encore une fois les mêmes objectifs. Donc vous risquez de vous amener toujours à avoir la même façon de jouer. Et ça, eh bien en 2025, 2024 quand il est sorti, c'est un petit peu dommage. Donc objectivement, je trouve le jeu plutôt pas mal. Sans être bon, je vais lui mettre un 6. Voilà, ça c'est ma partie objective. Les illustrations et le plaisir de manipuler avec tout le côté bois et aussi le rangement où chaque parcelle, on va dire, chaque tronçon de parquet est bien identifié et facile à récupérer. Ça, j'ai rien à dire. Mais par contre, voilà, niveau plaisir de jeu, envie d'y rejouer, subjectivement ce que j'en pense, je descends et je passe même pas la moyenne. Hein, je vais mettre vraiment un 4. Si on me le propose, je vais peut-être faire un plaisir à des potes pour leur faire découvrir. Peut-être même que je vais leur expliquer les règles, je vais dire allez-y jouer, appelez-moi s'il y a besoin, mais j'ai pas envie d'y rejouer. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est le côté hype, je trouve. Quand on parle des trucs, il faut se méfier. Enfin, méfier. Voilà, il faut connaître, je pense, les personnages derrière les médias que peut-être vous regardez vous aussi, pour savoir si vraiment ça va vous correspondre. Moi, j'ai besoin de thématique, sachez-le. J'ai besoin de plaisir de jeu, de fun, parfois de hasard, mais quelque chose qui me provoque des émotions. J'en ai pas eu. C'est plat, plutôt stérile, alors que si vous voyez ceci, eh bien, vous pourriez peut-être être tenté. Je vous laisse libre, bien sûr, de vos achats et de votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être ce que vous en avez pensé et ce que vous en pensez. En tout cas, c'était mon avis. Hop là, pouh, la petite boîte elle est à l'endroit. Oui, ben voilà les amis, ravi d'avoir pu vous proposer ces 3 jeux, voilà, avec voilà 2 jeux que j'ai beaucoup appréciés. Vous avez enfin découvert celui que j'avais un peu moins apprécié, mais bien sûr, j'attends vos commentaires. C'est toujours en toute subjectivité que je vais vous proposer mon avis très personnel. Hein. J'espère que vous apprécierez ce contenu, mais aussi en objectivité. Qu'est-ce que ça vaut? Vous avez vu, hein, on essaye de. C'est un exercice qui est vraiment pas facile. Essayez-le chez vous, vous verrez que c'est pas si évident que ça. Je vais directement passer à la suite, mais je vous laisse vous abonner, évidemment, vous m'activez la petite cloche, vous me lâchez vos meilleurs pouces, c'est ultra important les amis. Et moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à côté pour aller voir les derniers jeux que je vous ai proposés sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt les amis, ravi encore une fois d'être parmi vous sur la chaîne. À très bientôt, jouez bien et vive notre passion des jeux de société. Ciao!